L'argent des autres par Émile Gaboriau. Partie 7 du livre audio. Deuxième partie du roman. La pêche en eau trouble. 1. L'aube du 1er novembre 1871 se levait, pâle et glacée, blanchissant le faîte des toits. Une lueur livide et furtive glissait, comme au fond d'un puits, le long des murs humides de l'étroite cour de l'Hôtel des Folies. Déjà montaient ces rumeurs confuses qui annoncent le réveil de Paris, dominé par le roulement sonore des voitures de laitiers, par le fracas des portes brutalement refermées, par le claquement clair des pas hâtifs sur le bitume des trottoirs. Maxence avait ouvert sa fenêtre et s'y était accoudé, mais bientôt il fut pris d'un frisson. Il referma la fenêtre, jeta du bois dans la cheminée et s'allongea sur son fauteuil, présentant les pieds à la flamme. C'était un événement énorme qui venait de tomber dans son existence, et il s'efforçait d'en calculer les conséquences dans l'avenir. Il ne pouvait revenir du récit de cette fille étrange, de sa franchise hautaine à dérouler certaines phases de sa vie, de son effrayante impassibilité, de l'implacable mépris de l'humanité que trahissait chacune de ses paroles. Où avait-elle appris cette dignité si simple et si noble, ce langage mesuré, cet admirable respect de soi? « Quelle femme !» murmurait-il. Avant de la connaître, il l'aimait. Maintenant, il était bouleversé par une de ces passions exclusives qui s'emparent de l'être entier. Il se sentait déjà à ce point sous le charme, il comprenait si bien qu'il allait cesser de s'appartenir, que son libre arbitre lui échappait, que sa volonté serait entre les mains de Lucienne, comme le bloc de cire entre les doigts du modeleur. Il se voyait si bien à la discrétion d'une énergie supérieure à la sienne que la peur le prenait presque. « C'est mon avenir que je risque », pensait-il. Et il n'était pas de moyen terme. Il lui fallait ou fuir sur le champ sans attendre le réveil de Lucienne, fuir sans détourner la tête, ou rester et alors accepter tous les hasards d'une passion pour une femme qui ne l'aimerait peut-être jamais. « Ah, n'importe !» s'écria Maxence. « Il ne sera pas dit que, par lâcheté, j'aurais laissé s'envoler le bonheur qui passe à ma portée. Je reste. » Et aussitôt, il se mit à examiner ce que raisonnablement il était en droit d'attendre. En lui disant « Voulez-vous être amis ?» C'est bien cela qu'elle avait prétendu et voulu dire. Uniquement amis. Et cependant, songeait Maxence, si je ne lui avais pas inspiré un intérêt réel, se serait-elle si entièrement confiée à moi ? Elle n'ignore pas que je l'aime, et elle sait trop la vie pour supposer que je cesserai de l'aimer lorsqu'elle m'aura permis une certaine intimité. À cette idée, des bouffées d'espérance lui montaient au cerveau. Mais presque aussitôt, le plus amer découragement s'emparait de lui. Lucienne avait-elle, à le choisir ainsi pour confident, quelque intérêt décisif qu'il ne soupçonnait pas ? Elle lui avait dit la vérité, il en était sûr. Il l'eût juré. Lui avait-elle dit toute la vérité ? Assurément non, puisqu'elle lui avait tu les explications de l'officier de paix. Quelles étaient-elles ? Ne serais-je, pensait Maxence, qu'un des pions de la partie qu'elle joue ? Qui me dit que si elle la gagne, elle ne me plantera pas là ? Peu à peu, malgré tout, le sommeil le gagnait, et lorsqu'il croyait calculer, déjà il dormait, en murmurant le nom de Lucienne. Le grincement de sa porte, qui s'ouvrait, l'éveilla en sursaut. Il se dressa sur ses jambes. Lucienne entra. « Comment ?» lui dit-elle. « Vous ne vous êtes pas couché ?»« Vous m'aviez recommandé de réfléchir, » répondit-il. « J'ai réfléchi. » Il consulta sa montre. Elle marquait midi. « Ce qui n'empêche, » ajouta-t-il, « que je me suis endormi sur mon fauteuil. » Tous les doutes qui l'assiégeaient au moment où le sommeil s'était emparé de lui se représentaient à son esprit avec une douloureuse vivacité. « Et non seulement j'ai dormi, mais j'ai rêvé. » La jeune fille arrêta sur lui ses grands yeux noirs et, gravement, « Pouvez-vous me dire votre rêve ?»« J'ai rêvé, » répondit-il, pris à l'improviste, « que nous étions amis, ce que je suis et ce que je puis. Je mettais tout à vos pieds. Vous acceptiez le dévouement le plus entier qui fût jamais. Oui, nous étions bien amis,
et sur une espérance jamais exprimée, je bâtissais tout un avenir de bonheur. » Il s'arrêta. « Eh bien ?» interrogea-t-elle. « Eh bien, au moment où je croyais toucher à la réalisation de mes espérances, tout à coup, le mystère de votre naissance vous était révélé. Vous retrouviez une famille noble, puissante, riche. Vous qui n'avez pas de nom, vous repreniez le nom illustre qu'on vous avait volé. Vos ennemis étaient écrasés, et tous vos droits vous étaient rendus. Ce n'était plus le 8 ressorts de chez Brion qui s'arrêtait devant la porte de l'hôtel des Folies, mais une voiture armoriée. Cette voiture était la vôtre, et elle vous attendait pour vous conduire à votre hôtel du Faubourg Saint-Germain. Vous y preniez place. » Il s'interrompit encore. « Et vous ?» demanda la jeune fille. « Moi, » répondit-il d'un air sombre, debout sur le bord du trottoir, j'attendais de vous un souvenir, un mot, un regard. Vous aviez oublié jusqu'à mon existence. Votre cocher enleva ses chevaux qui partirent au galop, et bientôt je vous perdis de vue. Et une voix alors me cria « Tu ne la reverras jamais !» Ce n'est pas avec votre cœur, je l'espère, que vous me jugez, monsieur Maxence Favoral. Je ne suis pas de ceux qui renient leur passé. Votre rêve ne se réalisera jamais. S'il se réalisait pourtant, si la voiture armoriée s'arrêtait à la porte, l'ami qui, pour payer ma dette, m'a offert l'argent de son mois, y aurait une place à mes côtés. C'était plus de bonheur que n'osait en rêver Maxence. D'un mouvement passionné, il saisit la main de Lucienne et, la portant à ses lèvres, il la couvrit de baisers. Doucement, mais résolument, elle se dégagea et, arrêtant sur lui son beau regard clair, « Ami !» prononça-t-elle. « Uniquement ami, répondit-il, jusqu'au jour où vous serez ma femme. Vous ne pouvez me défendre d'espérer. » Elle ne répondit pas. Et ainsi se trouva scellé entre eux un traité d'amitié auquel ils devaient rester si fidèles que jamais le mot d'amour ne monta jusqu'à leurs lèvres. En apparence, leur existence n'en fut pas modifiée. Chaque matin, comme par le passé, dès 7 heures, Lucienne se rendait chez Van Clopen, et 1 heure plus tard, Maxence partait pour son bureau. Le soir, ils se retrouvaient, et comme l'hiver était venu, ils passaient leur soirée sous la même lampe, au coin du feu. Nature indécise et faible, Maxence ne tarda pas à subir l'influence du caractère énergique et obstiné de la jeune fille. Elle lui infusa dans les veines un sang plus généreux et plus chaud. Petit à petit, elle le pénétra de ses idées et de sa volonté, lui en fit une. Il lui avait dit, en toute sincérité, son histoire, les misères de la maison paternelle, les rigueurs et la parcimonie de M. Favoral, la timidité soumise de sa mère, le caractère déterminé de Gilberte. Il ne lui avait rien dissimulé de son passé, de ses erreurs ni de ses folies, s'accusant même d'avoir abusé de l'affection de sa mère et de sa sœur pour leur extorquer tout l'argent qu'elle gagnait. Il lui avait avoué, enfin, qu'il ne travaillait qu'à son corps défendant, contraint et forcé par la nécessité, qu'il n'était rien moins que riche, que ses appointements lui suffisaient à peine et que même il avait des dettes. Mais il espérait bien, ajoutait-il, qu'il n'en serait pas toujours ainsi. « Mon père a, pour le moins, 50 000 livres de rente, disait-il. Tôt ou tard, je serai riche. »« Ah, votre père est millionnaire, interrompit-elle. Eh bien, je m'explique comment, à 25 ans, après avoir tout refusé, vous n'avez pas de position. Vous comptiez sur votre père et non sur vous. Jugeant qu'il travaillait assez pour deux, vous vous êtes bravement croisé les bras. » Cette morale semblait un peu roide à Maxence. « Je pense, commença-t-il, que du moment où l'on est le fils d'une famille riche, on a le droit d'être inutile, n'est-ce pas ? Certainement non, mais il n'y a pas de mais qui tiennent. Et la preuve que votre calcul a été mauvais, c'est qu'il vous a conduit là où vous êtes, et qu'il vous a enlevé votre libre arbitre et le droit de faire votre volonté. » Il voulait discuter. Elle l'arrêta. « Vous faut-il la preuve que vous êtes à la merci de M. Favoral ?» reprit-elle. « Soit. Vous avez parlé de m'épouser. »« Ah, si vous vouliez. »« Eh bien, allez donc en parler à votre père. »« Je suppose. »« Vous ne supposez pas. Vous êtes parfaitement sûr qu'il vous refuserait son consentement. »« Je saurais m'en passer. »« Vous passeriez outre ? Je l'admets. Mais lui,
Savez-vous ce qu'il ferait ? Il s'arrangerait de telle sorte que jamais vous n'auriez un centime de sa fortune. » Maxence n'avait jamais songé à cela. « Donc, reprit gaiement la jeune fille, bien qu'il ne soit encore aucunement question de mariage, sachez vous assurer l'indépendance, c'est-à-dire de quoi vivre. Et pour ce, travaillons. » C'est de ce moment que Madame Favoral put remarquer en son fils ce changement qui l'avait si fort étonné. Sous l'impulsion de Lucienne, Maxence avait été soudainement pris d'une ardeur de travail et d'un désir de gagner dont jamais on ne l'eût cru capable. Il n'arrivait plus trop tard à son bureau maintenant. Sitôt levé, tous les matins, Lucienne venait frapper à sa porte. « Allons, debout !» lui criait-elle. Et vite, il sautait à bas de son lit et il s'habillait pour pouvoir la saluer avant qu'elle ne partît. Le soir, sitôt la dernière bouchée de son dîner avalée, il copiait les rôles qu'il se procurait chez le successeur de maître Chapelain. Et souvent, il travaillait fort avant dans la nuit, pendant que, près de lui, Lucienne s'appliquait à quelque ouvrage de broderie où elle excellait, ouvrage bien rétribué. La jeune fille était le caissier de leur association, et elle apportait à l'administration du capital social une si habile et si sévère économie que Maxence eut bientôt achevé de désintéresser ses créanciers. « Savez-vous, lui disait-elle à la fin de décembre, qu'à nous deux, ce mois-ci, nous avons gagné plus de 600 francs ?» Le dimanche, seulement, après une semaine dont pas une minute n'avait été perdue, il se permettait quelques distractions. Si le temps n'était pas trop mauvais, ils sortaient ensemble, dînaient dans quelques modestes restaurants et terminaient leur journée au théâtre, à l'opéra comique, le plus souvent, car Lucienne avait une véritable passion pour la musique. Ayant ainsi une existence commune, jeunes tous deux, libres, n'ayant leur chambre séparée que par la largeur du palier, il était difficile que l'on crût à l'innocence de leur relation. Les propriétaires de l'Hôtel des Folies y croyaient moins que personne. Ils n'étaient pas seuls de leur avis. Lucienne ayant continué de se montrer au bois les jours où l'après-midi était belle, le nombre n'avait fait que croître des imbéciles qui la suivaient ou qui la faisaient suivre. Parmi les plus obstinés se distinguait M. Costeclare, lequel se plaisait à déclarer, sur sa parole d'honneur, en avoir perdu le sommeil et le goût des affaires. Les démarches de son valet de chambre et les lettres qu'il avait écrites étant demeurées stériles, M. Costeclare était venu se poster de faction devant l'Hôtel des Folies. Sa stupeur fut grande lorsqu'il en vit sortir Lucienne, donnant le bras à Maxence, et son dépit fut plus grand encore. Comme il était homme d'expédient, il s'en alla, dès le lendemain, flâner aux environs du comptoir du Crédit Mutuel, et ayant rencontré, par hasard, M. Favoral, il lui raconta que son fils, Maxence, se ruinait pour une demoiselle dont les toilettes faisaient scandale. C'était l'époque, précisément, où Maxence songeait à se faire admettre dans les bureaux du comptoir de Crédit Mutuel. Il est vrai que l'idée n'était pas de lui. Il l'avait très vivement repoussée quand, pour la première fois, Lucienne la lui avait offerte. « Être employé dans la même administration que mon père !» s'était-il écrié. « Retrouver à mon bureau le despotisme intolérable de la maison paternelle ! J'aimerais mieux casser des pierres sur les chemins. » Mais la jeune fille n'était pas d'une trempe à renoncer aisément à un projet longuement médité. Elle revint à la charge. De quelque côté que se rejeta Maxence, il se trouva comme cerné par cette idée. Qu'il lui échappât une plainte de la situation actuelle, ou qu'il s'oubliât à bâtir quelque château en Espagne, la réponse de Lucienne était la même. Nous aurions tort de nous plaindre, car notre position s'est améliorée. Mais nous aurions tort également de nous bercer d'espérance, car nos gains sont si modestes qu'il nous faudra des années avant d'amasser le capital indispensable à la plus humble entreprise. Conclusion. Il faudrait chercher autre chose que cet emploi de chemin de fer qui ne rapportait que 200 francs par mois. « Ah, ça !» pensait Maxence. « Pourquoi tient-elle si fort à me voir, avec mon père, dans les bureaux de M. de Thaler ?» N'empêche, peu à peu, il finit par se persuader que ce parti était le seul raisonnable, le seul qui lui offrit quelque chance de fortune. Et un soir, surmontant ses dernières répugnances, « Je vais en parler à mon père, » dit-il à Lucienne. Mais soit qu'il eût été influencé par la courageuse révélation de M. Costeclare, soit pour tout autre motif, M. Favoral rejeta la requête de son fils, disant qu'il était impossible de confier un emploi à un garçon qui était en train de gâter son avenir pour une créature perdue.
Maxence était devenu cramoisi de colère en entendant traiter ainsi une femme qu'il aimait éperdument et qui, bien loin de le perdre, le sauvait. Il avait essayé de la défendre, mais bien inutilement. « Voilà où a abouti la démarche que vous m'avez conseillée, » dit-il à Lucienne, après lui avoir raconté ce qui venait de se passer. Elle n'en parut ni surprise ni irritée. « C'est bien, » répondit-elle simplement. Mais Maxence ne pouvait prendre si placidement son parti d'une si cruelle déception, et, à 1000 lieues de soupçonner M. Costeclare, « Voilà, ajouta-t-il, le résultat des cancans de tous ces boutiquiers stupides qui, dès que vous sortez en voiture, accourent sur le seuil de leur porte. »« Je l'avais prévu, » fit-elle dédaigneusement, « le jour où j'ai accepté l'offre de M. Van Cloppen. »« Tout le monde vous croit ma maîtresse. »« Que m'importe, puisque ce n'est pas. »« Nous devrions déménager, » reprit-il. « À quoi bon ? Partout où nous irions, ce serait la même chose. Nos relations offrent trop de prise à la calomnie pour qu'elle nous épargne. Je tiens à ce quartier, d'ailleurs. Je n'ai de compte à rendre à personne. »« Sauf à votre ami le commissaire de police. »« Oh, lui, il sait la vérité. »« Vous l'avez donc revu depuis que nous nous connaissons ? » ?»« Oui. »« Et vous ne me l'avez pas dit. »« Je n'ai pas cru que ce fût nécessaire. » Maxence n'insista pas, mais à la douleur qui le mordit au cœur, il comprit combien Lucienne lui était chère. « Elle a des secrets pour moi, » se disait-il. « Elle se défie de moi, qui donnerais ma vie pour elle. » Et cette idée lui était si pénible qu'il résolut de s'en éclaircir coûte que coûte, s'armant de tout ce qu'il avait de courage et la regardant bien dans les yeux. « Vous ne me parlez plus de vos ennemis ?» Elle dut deviner ce qui se passait en lui, et doucement, « C'est que je n'en entends plus parler moi-même, » répondit-elle. « Il ne donne plus signe de vie. »« Quelles sont vos espérances ? Où en sont-elles ? » Je vous avouerai que je n'en sais rien. Mon ami le commissaire de police a son plan, j'en suis sûre, mais il ne me l'a pas confié. Je ne suis entre ses mains qu'un instrument docile. Jamais je ne prends une détermination sans le consulter, et ce qu'il me dit de faire, je le fais. Est-ce donc lui qui vous a suggéré l'idée de notre association fraternelle ? Les sourcils de la jeune fille se froncèrent. Le ton de cet interrogatoire la blessait visiblement. « Il ne l'a pas désapprouvé, du moins, » fit-elle. Mais cette réponse était juste assez évasive pour irriter l'inquiétude de Maxence. « Est-ce de lui aussi, » poursuivit-il, « que vous est venue cette belle inspiration de me faire entrer au comptoir de Crédit Mutuel ? » « Oui, c'est lui. »« Dans quel but ? » ?»« Il ne me l'a pas expliqué. »« Pourquoi ne m'avoir pas prévenu ? » ?»« Parce qu'il m'avait prié de ne pas vous prévenir. » De rouge qu'il était au début, Maxence devint fort pâle. « Ainsi, cet homme est l'arbitre de ma destinée, et si demain il vous commandait de rompre avec moi... » Lucienne se dressa. « Assez !» interrompit-elle d'une voix brève. « Assez ! Je me suis tue quand l'homme en qui j'avais toute confiance me priait de me taire. Mais il savait que si vous m'interrogiez, je parlerais. Il était prévenu. M'avez-vous interrogé ? Et maintenant, que vous faut-il de plus ? Que je me justifie d'une accusation absurde ? Que je m'abaisse jusqu'à calmer les soupçons de votre esprit malade ? C'est ce que je ne ferai pas. » Elle n'avait peut-être pas absolument raison, mais Maxence avait tort, il le reconnut. Il pleura. Il implora son pardon qui lui fut accordé. Et cette explication ne fit que resserrer les liens déjà si forts qui l'attachaient. Il est vrai qu'à dater de ce jour, usant de la permission qui lui avait été donnée, il s'informa sans cesse des démarches et des espérances de Lucienne. Elle lui apprit que son ami le commissaire s'était livré, à Louvciennes, aux plus minutieuses investigations. Elle lui apprit que désormais, le valet de pied qui l'accompagnait au bois n'était pas un valet de pied de chez Brion, mais bien un agent de la sûreté. Et enfin, un jour, « Mon ami le commissaire, dit-elle, prétend qu'il tient enfin la bonne piste. » 2. Telle était la situation de Maxence et de Lucienne, ce samedi soir du mois d'avril 1872, où la police se présenta rue Saint-Gilles pour arrêter M. Vincent Favoral, accusé de détournement et de faux. Si terrible fut le coup, si soudain et si imprévu, que Maxence, tout d'abord, en perdit jusqu'à la faculté de réfléchir.
Mais lorsqu'il eut assuré l'évasion de son père, après que le commissaire de police eut achevé ses perquisitions, dès que se furent retirés les anciens amis du caissier du Crédit Mutuel, M. Chapelain, M. et Mme Desclavette et le papa Desormeaux, c'est vers Lucienne que s'élancèrent toutes les pensées de Maxence. Elle avait pris sur lui un si complet empire, il s'était si invinciblement accoutumé à se reposer sur elle, à la consulter en tout, que séparé d'elle, il était comme un corps sans âme. Il brûlait de courir jusqu'à l'hôtel des Folies, raconter à Lucienne ce qui se passait, en lui demandant des consolations, du courage et des conseils. Sur les instances de Madame Favoral et de Gilberte, il resta rue Saint-Gilles, et c'était un cruel sacrifice, car il songeait que Lucienne l'attendait. Ils devaient, ce soir-là, aller ensemble au théâtre, et ils avaient projeté de passer à la campagne la journée du lendemain. Et il se disait « Que va-t-elle imaginer en ne me voyant pas rentrer ?» Aussi, le lendemain, lorsqu'il vit sa mère se rendre avec M. Chapelain chez le directeur du comptoir de Crédit Mutuel, il n'y tint plus. Et, sans se préoccuper des inconvénients qu'il pouvait y avoir à laisser sa sœur seule à la maison, il partit comme un fou. Il était désespéré, déchiré d'angoisse, mais au-dessus de tout se dressait le souvenir de Lucienne. Lorsqu'il fut arrivé à l'hôtel des Folies, c'est avec d'atroces palpitations de cœur qu'il montait l'escalier lorsqu'il reconnut la voix de la jeune fille. « Elle chante, murmura-t-il. Elle ne sait rien. » Elle était, en tout cas, fort irritée. Il le reconnut à son accent quand, ayant frappé à la porte de sa chambre, elle lui cria qu'elle achevait de s'habiller, qu'il n'avait qu'à rentrer chez lui, qu'elle ne tarderait pas à l'y rejoindre. Lucienne avait repris sa chanson, dont les paroles lui arrivaient comme une amère raillerie. « Espoir, mot doux et trompeur, trop fausse monnaie, bien fou, qui de toi se paie et fait crédit au bonheur. » Que va-t-elle dire, songeait Maxence, quand elle apprendra l'horrible désastre? Un pas rapide et léger sur le palier le tira de ses sombres réflexions. Sa porte s'ouvrit presque aussitôt, et Lucienne entra. Elle avait dû se hâter, car elle achevait d'agrafer sa robe, dont la simplicité semblait une coquetterie. Un vif mécontentement se lisait sur son beau visage, mais dès qu'elle eut aperçu Maxence, sa physionomie changea. D'une voix dont le trouble trahissait quelque chose de plus que l'inquiétude et la compassion d'une amie. « Qu'avez-vous ? Que vous arrive-t-il » Il eût voulu pouvoir dire tout d'un coup, et il ne savait comment commencer. « Je vous ai dit que ma famille était très riche. »« Oui. »« Eh bien, nous ne possédons plus rien. »« Plus rien, exactement. » Elle parut respirer plus librement, et d'un accent où perçait une amicale ironie. « Et c'est la perte de votre fortune, fit-elle, qui vous désespère ainsi ?» Péniblement, il se dressa sur ses jambes, et tout bas, d'une voix sourde, « C'est que l'honneur aussi est perdu. »« L'honneur ? Mon père a volé. Mon père a fait des faux. » Elle était devenue plus blanche que sa collerette. « Votre père ? » balbutia-t-elle. Depuis des années, il puisait à la caisse qui lui était confiée, à pleine main, sans mesure. Il a puisé 12 millions. Mon Dieu ! Et malgré l'énormité de cette somme, il était en ces derniers mois réduit au plus misérable expédient. Il s'en allait, de porte en porte, dans notre quartier, demander qu'on lui confiât des fonds à faire valoir. Il en était venu à escroquer bassement 500 francs à une pauvre marchande de journaux. « Mais c'est insensé. Et comment avez-vous su ?»« Hier soir, on est venu pour l'arrêter. Par bonheur, nous étions prévenus, et j'ai pu le faire fuir par une fenêtre de la chambre de ma sœur, qui donne sur la cour d'une maison voisine. »« Et où est-il, maintenant ?»« Qui le sait ? » ?»« Avait-il de l'argent ? » ?»« Tout le monde est persuadé qu'il emporte des millions. Je ne le crois pas. Il n'a même pas voulu prendre les quelques 1000 francs que M. de Thaler lui avait apportés pour faciliter sa fuite. » La jeune fille tressaillit. « Vous avez vu M. de Thaler ? » Il est venu à la maison peu avant l'arrivée du commissaire de police, et il y a eu, entre mon père et lui, une scène terrible. Que disait-il ? Que mon père le ruinait. Et votre père ? Il balbutiait des phrases incohérentes. Et ces sommes énormes, où ont-elles passé ? Maxence hocha la tête. Nous ne pouvons que le soupçonner, répondit-il. Mais nous avons découvert des choses inouïes.
Mais père, si sévère à la maison et si parcimonieux, menait ailleurs joyeuse vie et dépensait sans compter. C'est pour une femme qu'il pillait sa caisse. Et cette femme, savez-vous qui elle est? Non, mais je le saurai. Dans ce journal qui rend compte de notre désastre, un rédacteur dit qu'il la connaît. Lisez plutôt. Lucienne prit le journal, mais c'est à peine si elle daigna y jeter un coup d'œil. En fin de compte, avez-vous une idée? Oui, je ne crois pas que mon père soit innocent, mais je crois qu'il est des gens plus coupables que lui, des gredins habiles et prudents dont il n'a été que l'homme de paille, des misérables qui digéreront tranquillement leur part des millions, la plus grosse, tandis qu'il ira au bagne. Une fugitive rougeur colora les joues de Lucienne. Que comptez-vous faire? Venger mon père et livrer ses complices. Bien, mais comment vous y prendrez-vous? Je ne sais pas encore. Je vais toujours demander l'adresse de la femme au bureau de ce journal. Mais Lucienne l'arrêta. Non, ce n'est pas là qu'il faut aller. Mais avec moi chez mon ami, le commissaire de police. Songez-vous bien à ce que vous dites? Parfaitement. Quoi? Mon père s'est soustrait au mandat d'amener lancé contre lui. Il est poursuivi, recherché, traqué. Si on le prend, c'est le bagne, peut-être. Et vous voulez que j'aille choisir pour confident un commissaire de police, dont le devoir serait de courir l'arrêter s'il apprenait où il se cache? Mais il s'interrompit et demeura un moment la bouche béante, comme si tout à coup la vérité lui fût apparue éblouissante d'évidence. Car mon père n'a pas gagné l'étranger, reprit-il. C'est à Paris qu'il se cache, je le parierais. J'en suis sûr. Vous l'avez vu? J'ai vu votre père, moi? Oui, hier soir, pendant que vous m'attendiez en bas, dans la loge des Fortins, entre 11h et 11h30. Un homme d'un certain âge, grand, maigre, vêtu d'une longue redingote, est venu me demander, et a paru très contrarié quand on lui a répondu que je n'étais pas rentré. Je me rappelle, en effet. Vous avez quitté la loge, cet homme est sorti sur vos talons, et dans la cour, il vous a parlé. C'est vrai. Que vous a-t-il dit? Elle hésita, faisant un appel à sa mémoire. Rien, répondit-elle. Rien qu'il n'eût déjà dit devant les Fortins. Ce qui m'étonnait un peu, c'est qu'il semblait me connaître. J'ai pensé, ensuite, que c'était quelqu'un de vos collègues du chemin de fer, à qui vous aviez parlé de moi. Mais, à mesure qu'elle racontait, quantité de petites circonstances qui ne l'avaient pas éclairée sur le moment se représentaient à son esprit. « Peut-être avez-vous raison, poursuivit-elle. Votre père, oui, assurément, il était fort troublé et, à chaque moment, il tournait la tête du côté de l'entrée. Il m'a dit qu'il lui serait impossible de revenir, qu'il vous écrirait, qu'il aurait sans doute besoin de vous et qu'il comptait sur votre dévouement. » Maxence trépignait sur place. « Vous voyez bien, s'écria-t-il. Dans de telles conditions, m'adresser au commissaire de police, appeler sur moi son attention serait une folie, presque une trahison. Je crois que c'est une raison de plus de suivre mon conseil. Vous êtes-vous jamais repenti de m'avoir écouté? Non, mais vous pouvez vous tromper. Je ne me trompe pas. Elle s'exprimait d'un tel accent d'absolue certitude que Maxence, dans le désordre de son esprit, ne savait plus qu'imaginer ni que croire. Pour me presser ainsi, reprit-il, vous avez des raisons. J'en ai. Pourquoi ne pas me les dire? Parce que je n'aurais pas de preuves à vous fournir. Parce qu'il me faudrait entrer dans des détails que vous ne comprendriez pas. Parce qu'enfin, j'obéis à un de ces pressentiments inexplicables qui ne sauraient mentir. Songez à mon désespoir, fit-il, si j'allais livrer mon père. Le mien serait-il donc moindre? Un malheur peut-il vous atteindre qui ne m'atteigne pas moi-même? Raisonnons un peu. Que me disiez-vous, il n'y a qu'un instant? Que certainement votre père n'est pas si coupable qu'on croit, qu'il ne l'est pas seul, en tout cas, qu'il n'a été que l'instrument de coquins plus habiles et plus puissants que lui. C'est ma conviction. Et vous voudriez livrer à la justice les misérables qui ont profité du crime de votre père et qui se croient assurés de l'impunité. Je ne sais ce que je donnerais pour y parvenir. Eh bien, comment y parviendrez-vous, isolé comme vous l'êtes, suspect fatalement,
sans moyens d'action, sans appui, sans relation, sans argent. Qui veut la fin veut les moyens, et nous n'avons pas le choix. Venez, c'est un honnête homme que je veux vous conduire. Ne craignez rien. Vous hésitez. Peut-être à cette heure en sait-il déjà plus que nous n'en savons nous-mêmes. La résolution de Maxence était prise. Soit, dit-il, partons. En moins de 5 minutes, ils furent prêts et ils partirent. Le commissaire était chez lui, ils entrèrent. Et, dès qu'ils parurent, « Je vous attendais » s'écria-t-il. C'était un homme d'un certain âge, déjà, mais alerte encore et vigoureux. Il avait l'air d'un notaire, avec sa cravate blanche, sa redingote noire et ses guêtres. « Oui, je vous attendais » poursuivit-il, s'adressant autant à Maxence qu'à Lucienne. « C'est l'affaire du Crédit Mutuel qui vous amène. » Maxence s'avança. « Je suis le fils de Vincent Favoral, monsieur. J'ai encore ma mère et ma sœur. Notre situation est affreuse. Mademoiselle Lucienne m'a fait espérer que vous consentiriez à me donner un conseil, et nous voici. » Le commissaire sonna, et un garçon de bureau s'étant présenté. « Je n'y suis pour personne, dit-il. » Après quoi, revenant à Maxence, « Mademoiselle Lucienne a bien fait de vous amener, lui dit-il. Mais asseyez-vous et contez-moi votre affaire. » Maxence exposa les scènes dont, depuis 24 heures, la maison de la rue Saint-Gilles avait été le théâtre. Pas une seule fois le commissaire ne l'interrompit, mais lorsqu'il eut achevé, « Redites-moi, demanda-t-il, l'entrevue de votre père et de monsieur de Thaler. Et surtout, n'omettez rien de ce que vous avez entendu et vu, ni un mot, ni un geste. » Et Maxence ayant obéi, « Maintenant, reprit le commissaire, répétez-moi tout ce qu'a dit votre père au moment de fuir. » Le commissaire prit quelques notes, puis « Quelles étaient, demanda-t-il, les relations de votre famille et de la famille de Thaler ? » Nous n'avions pas de relations. « Quoi ? Jamais madame et mademoiselle de Thaler ne venaient chez vous ? » Jamais. « Connaissez-vous le marquis de Trégard ? » Maxence ouvrit de grands yeux. « Trégard ? Répéta-t-il. « C'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. » Le commissaire de police était détendu. Sa réserve glaciale avait fait place à la plus encourageante bonhomie. « Cela étant, reprit-il, laissons là le marquis de Trégard et occupons-nous de la femme qui, selon vous, aurait causé la perte de monsieur Favoral. » Sur la table, devant lui, Maxence apercevait, tout ouvert, le journal qu'il avait acheté le matin. « Je ne sais rien de cette femme, répondit-il. Mais apprendre qui elle est ne doit pas être difficile, puisqu'un rédacteur de journal... Oui, j'ai lu, fit-il d'un ton sceptique. On pourrait envoyer au bureau de ce journal, proposa Lucienne. J'y ai envoyé, mon enfant. Et sans paraître remarquer la stupeur de Maxence et de la jeune fille, il sonna et demanda si son secrétaire était rentré. Il l'était et parut aussitôt. Eh bien, interrogea le commissaire. J'ai vu le reporter qui a rédigé l'article en question, et après avoir bien tergiversé, il a fini par m'avouer qu'il s'était peut-être un peu avancé, qu'il n'avait pas d'autres renseignements que ceux qu'il avait donnés, et qu'il les tenait de 2 amis intimes du caissier du comptoir de Crédit Mutuel, M. Costeclar et M. Saint-Pavin. J'y ai couru. Malheureusement, M. Costeclar venait de sortir. Et l'autre ? J'ai trouvé l'autre, M. Saint-Pavin, au bureau de son journal, le pilote financier. C'est un grossier personnage qui m'a reçu comme un chien et si... Passons. Il était en grande conférence avec un autre monsieur, un banquier nommé Jotrat, et ils étaient dans une colère épouvantable, jurant à faire crouler le plafond, disant que l'affaire de M. Favoral les ruinait, mais que cela ne se passerait pas ainsi, et qu'ils allaient rédiger un article foudroyant. Mais il s'arrêta, clignant de l'œil et montrant Maxence et Lucienne qui écoutaient de toute leur force. « Parlez, parlez, lui dit le commissaire. Eh bien, reprit-il, M. Saint-Pavin et M. Jotrat disaient que ce ne serait pas à M. Favoral qu'il s'en prendrait, qu'il saurait bien trouver les autres. Quels autres ? Ah, dame, ils ne les ont pas nommés. Le commissaire haussa les épaules. Quoi ? S'écria-t-il. Vous vous trouvez en présence de 2 hommes furieux d'avoir été pris pour dupes, et vous ne savez pas leur arracher un nom dont vous avez besoin.
Leur avez-vous au moins demandé qui est cette femme sur laquelle l'article promet des détails et dont l'existence a été révélée par eux au rédacteur ? Assurément, monsieur. Que vous ont-ils répondu ? Que n'étant pas des mouchards, ils n'avaient rien à me répondre. Monsieur Saint-Pavin, toutefois, a ajouté qu'il avait dit cela en l'air, uniquement parce qu'un jour il avait vu monsieur Favoral acheter un bracelet de 1000 écus, et aussi parce qu'il lui paraissait impossible qu'un homme dévorât des millions sans y être aidé par une femme. Le commissaire ne cachait pas sa mauvaise humeur. « Naturellement, gronda-t-il. Depuis que Salomon a dit « cherchez la femme », tous les matins il se trouve quelques gaillards pour découvrir qu'une femme toujours se trouve au fond de toutes les actions d'un homme. Et après ? Monsieur Saint-Pavin m'a prié grossièrement de lui laisser la paix. « Ah, il faudrait tout faire soi-même », grommela le commissaire de police. Sur quoi il griffonna rapidement quelques lignes et les glissa dans une enveloppe qu'il scella et remit à son secrétaire en disant « Portez ceci vous-même à la préfecture ». Et le secrétaire sortit. « Eh bien, monsieur Maxence, reprit-il, vous avez entendu ?» Oui, seulement Maxence était moins préoccupé de ce qu'il venait d'entendre que de l'étrange intérêt que ce commissaire avait pris à sa situation. « Je pense, balbutia-t-il, qu'il est malheureux que cette femme ne puisse être retrouvée. »« Soyez tranquille, dit-il, on la retrouvera. Si grand appétit qu'ait une femme, elle n'avale pas comme cela des millions toute seule. Paris est grand, mais avec 50 000 francs de luxe par an, une femme attire l'attention. Et avec 100 000, elle fait esclandre. Voyez plutôt notre pauvre Lucienne. Pour 10 louis par semaine de luxe d'occasion que lui offre Van Cloppen, son patron. Croyez-moi, nous retrouverons notre mangeuse de millions. À moins que... » Il fit une pause, et lentement, en soulignant chacun de ses mots, « À moins, ajouta-t-il, qu'elle n'ait derrière elle un homme très fort, très habile et très prudent, ou encore qu'elle ne soit dans une situation telle que son luxe n'ait point fait scandale. » Lucienne tressauta sur sa chaise. Il lui sembla comprendre la pensée de son ami le commissaire. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Mais Maxence, lui, ne remarqua rien. « Ou à moins, reprit-il, que mon père n'ait presque rien eu, pour sa part, des sommes énormes enlevées au Crédit Mutuel, et, par conséquent, qu'il n'ait donné que peu de choses relativement à cette femme. Monsieur Saint-Pavin lui-même ne reconnaît-il pas que mon père a été audacieusement joué ? » « Par qui ?» Maxence hésita. « Je pense, dit-il enfin, qu'il est bien difficile que mon père ait pu puiser des millions à la caisse du Crédit Mutuel sans que le directeur en ait eu connaissance. Alors, selon vous, monsieur de Thaler serait complice ?» Maxence ne répondit pas. « Soit, insista le commissaire, j'admets la complicité de monsieur de Thaler. Mais alors, il faut supposer qu'il avait sur votre père quelque tout-puissant moyen d'action. Un directeur a toujours sur ses employés une grande influence. Qui irait jusqu'à les déterminer à risquer le bagne à son profit ? Ce n'est guère vraisemblable. Je cherche, mais je ne vois pas. Ce n'est pas tout. Comment expliquez-vous le silence de votre père lorsque monsieur de Thaler l'accablait d'injures ? Mon père était comme foudroyé. Et au moment de fuir, s'il avait des complices, comment ne vous les a-t-il pas nommés ? C'est que, sans doute, il n'avait pas de preuves à fournir de leur complicité. Lui en auriez-vous donc demandé ? Oh, monsieur, donc, tel n'est pas évidemment le motif de son silence, et il faudrait l'attribuer plutôt à quelque secret espoir qui lui serait resté. Le commissaire avait désormais tous les renseignements que, volontairement ou non, pouvait lui fournir Maxence. Il se leva, et du ton le plus bienveillant. « Vous êtes venu, lui dit-il, me demander un conseil. Le voici. Taisez-vous et sachez attendre. Laissez la justice et la police poursuivre leur œuvre. Quels que soient vos soupçons, cachez-les. Je ferai pour vous ce que je ferai pour Lucienne, que j'aime comme si elle était ma fille, car il se trouve qu'en vous servant, c'est elle que je vais servir. » Il ne put s'empêcher de rire de l'étonnement qui, à ces mots, se peignit sur le visage de Maxence. « Vous ne comprenez pas, ajouta-t-il. Peu importe. Il n'est pas nécessaire que vous compreniez. 3. 2 heures sonnaient lorsque Lucienne et Maxence sortirent du bureau du commissaire de police.
elle, pensive et tout émue des perspectives qu'elle venait d'entrevoir, lui, sombre et irrité. Le temps, qui avait menacé toute la matinée, s'était mis décidément au beau. Une brise tiède chassait les derniers nuages, et comme il arrive, dès que par hasard survient un dimanche sans pluie, tout Paris se précipitait dehors, altéré de grand air et de soleil. Sur toute la ligne des boulevards, les boutiques fermaient à grand bruit, les omnibus passaient complets, les cochers de fiacre pressaient l'allure de leurs chevaux, et tout le long des trottoirs, les promeneurs endimanchés s'en allaient par bandes. C'est sans échanger une parole qu'ils arrivèrent à l'hôtel des Folies. La Fortin était sur sa porte, pérorant au milieu d'un groupe avec une volubilité que rien ne lassait. Voyant arriver Maxence et Lucienne, elle abandonna le groupe dont elle était le centre, et les saluant de son plus obséquieux sourire. « Déjà fini, cette petite promenade ?» Mais ils ne répondirent pas, et s'étant engouffrés dans l'étroit corridor, ils se hâtèrent de regagner leur 4e étage. Avec un mouvement de rage, en entrant dans sa chambre, Maxence jeta son chapeau sur le lit, et, après s'être un moment promené de long en large, revenant se planter devant Lucienne, « Eh bien, vous êtes contente, maintenant ?» « De quoi dois-je être si satisfaite ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai fait ce que vous avez voulu. »« Ce que vous dictait la raison, mon ami. »« Soit, je ne chicanerai pas sur les termes. J'ai vu votre ami, le commissaire. En suis-je plus avancé ?»« Qu'espériez-vous donc de lui ? Supposiez-vous que, par le seul acte de sa volonté, il allait combler le déficit de la caisse du Crédit Mutuel et réhabiliter votre père ? Pouvait-il faire mieux que de vous promettre son concours ? » Mais il ne la laissa pas poursuivre. « Et qui me prouve, s'écria-t-il, qu'il ne s'est pas moqué de moi ? S'il était sincère, pourquoi ces réticences et ces énigmes ? Il prétend que je peux compter sur lui, parce que me servir, moi, c'est vous servir, vous. Qu'est-ce que cela signifie ? Quel rapport existe entre votre situation et la mienne ? Entre vos ennemis et ceux de mon père ? Et moi, j'ai répondu à toutes ces questions. Je me suis livré. » Il s'affaissa sur une chaise et cacha son visage entre ses mains. La jeune fille se rapprocha, et d'un accent sévère en dépit de son émotion. « Seriez-vous donc un lâche ? Quoi ? Au premier malheur qui vous frappe, car c'est le premier malheur réel de votre vie, Maxence, vous désespérez. Un obstacle se dresse, et au lieu de rassembler toute votre énergie pour le surmonter, vous vous asseyez et vous pleurez comme une femme. Qui donc donnera du courage à votre mère et à votre sœur si vous vous abandonnez ainsi ? » À de telles paroles, prononcées par cette voix qui avait tout pouvoir sur son âme, Maxence s'était redressé. « Je vous remercie, dit-il. C'est bien à vous de me rappeler ce que je dois à ma mère et à ma sœur. Elles se demandent sans doute ce que je suis devenu. Il faut aller les retrouver. » Résolument, il se leva, et ayant serré la main de Lucienne, il sortit. Mais ce n'est pas par le chemin ordinaire qu'il regagna la rue Saint-Gilles. La rue de Turenne, où tout le monde le connaissait, lui faisait horreur. Il prit un grand détour pour rentrer sans rencontrer personne. « Enfin, vous voilà !» lui dit la servante en lui ouvrant la porte. « Madame était joliment inquiète, allez, elle est au salon avec Gilberte et monsieur Chapelain. » Après sa démarche infructueuse pour arriver jusqu'à monsieur de Thaleur, l'ancien avoué avait déjeuné rue Saint-Gilles, et il y était resté, ayant, disait-il, besoin de voir Maxence. Aussi, dès que le jeune homme parut, s'autorisant de son âge et d'une vieille intimité, « Comment, lui dit-il, osez-vous laisser votre mère et votre sœur seules dans une maison où, à tout moment, peut tomber quelque créancier brutal ?»« J'ai tort, fit Maxence, qui aima mieux s'avouer coupable que d'entamer une explication. Je vous attendais pour vous dire que je n'ai pas pu parler à monsieur de Thaleur. À vous, donc, le soin de lui reporter les 15 000 francs qu'il avait apportés à votre père. Remettez-les lui en main propre et ne les lâchez pas sans un reçu. » Après quelques recommandations encore, il s'éloigna, laissant enfin seuls Madame Favoral et ses enfants. Madame Favoral ouvrait la bouche pour demander à Maxence les raisons de son absence, mais Gilberte l'interrompit. « J'ai à te parler, ma mère, » dit-elle avec une précipitation singulière, « et à toi aussi, Maxence. » Et elle leur raconta la visite de M. Costeclare, son incroyable audace et ses offensantes déclarations. Maxence se mordait les poings de colère.
Et je ne me suis pas trouvé là, s'écriait-il, pour le jeter dehors. Mais un autre s'y était trouvé, et c'était là qu'en voulait venir Gilberte. Mais l'aveu était difficile, et son embarras était grand. « Voici longtemps, ma mère, reprit-elle enfin, que vous m'avez soupçonné de vous cacher quelque chose. Interrogée, je vous ai menti. Non que j'eusse à rougir de rien, mais parce que je craignais pour vous la colère de mon père. Oui, j'avais un secret. Sans consulter personne, me fiant aux seules inspirations de mon cœur, j'avais engagé ma vie à un inconnu. J'avais choisi l'homme dont je voulais être la femme. Malheureusement, entre cet homme, mon fiancé devant Dieu, et moi, se dressait un obstacle. Il était pauvre, il croyait mon père très riche, et il m'avait demandé 3 ans pour conquérir une fortune qui lui permit de demander ma main. Ce matin, au bruit de notre désastre, il est venu. « Ici ?» interrompit Maxence. « Oui, ici. Il est arrivé au moment où, insulté lâchement par M. Costeclare, je lui commandais de se retirer, et où, au lieu de sortir, il marchait sur moi. »« Il a osé pénétrer ici » murmurait madame Favoral. « Oui, ma mère. Il est entré juste à temps pour saisir M. Costeclare au collet et le jeter à mes pieds, blême de peur et demandant grâce. Il venait, malgré l'horrible malheur qui nous frappe, malgré la ruine et malgré la honte, m'offrir son nom et me dire que dans la journée, il enverrait un ami de sa famille vous apprendre ses intentions. » Mais elle fut interrompue par la servante qui, ouvrant la porte du salon, annonça « Monsieur le comte de Villegré !» S'il était venu à l'idée de madame Favoral et de Maxence que Gilberte avait été dupe de quelque lâche intrigue, il dut suffire, pour les désabusés, de la seule présence de l'homme qui entrait. Il était assez terrible d'aspect, avec sa tournure militaire, ses façons brusques, sa grosse moustache blanche et la cicatrice qui lui balafrait le front. Mais pour être rassuré et se sentir en confiance, il ne fallait que voir sa large face, à la fois énergique et débonnaire, son œil clair où éclatait la loyauté. En ce moment, cependant, il ne jouissait pas de tous ses moyens. Ce vaillant homme, ce vieux soldat, était timide, et se fût senti plus à l'aise et l'esprit beaucoup plus libre sous le feu d'une batterie que dans cet humble salon de la rue Saint-Gilles, sous le regard inquiet de Maxence et de madame Favoral. Ayant salué, ayant adressé à Gilberte un signe d'amicale reconnaissance, il était resté court, à 2 pas de la porte, son chapeau à la main. L'éloquence n'était pas son fort. La leçon lui avait bien été faite à l'avance, mais il avait beau tousser, il avait beau passer le doigt autour de son col pour lui donner du jeu, son commencement lui restait dans la gorge. Gardant assez de sang-froid pour comprendre combien il était urgent de lui venir en aide, « Je vous attendais, monsieur, lui dit Gilberte. » Sur cet encouragement, il s'avança, et s'inclinant devant madame Favoral, « Je vois que ma présence vous surprend, madame, » commença-t-il, « et je dois avouer que... elle ne m'étonne pas moins que vous. Mais les circonstances anormales commandent les démarches. Broum, exceptionnel. En toute autre occurrence, je ne tomberais pas chez vous comme une bombe. Mais nous n'avions pas de temps à gaspiller en formalités cérémonieuses. Je vous demanderai donc la permission de me présenter moi-même. Je suis le général comte de Villegré. » Maxence lui avait avancé un fauteuil. « Je vous écoute, monsieur, » lui dit madame Favoral. Il s'assit, et après un nouvel effort, « Je suppose, madame, reprit-il, que mademoiselle votre fille vous a expliqué ce que notre situation a, ainsi que j'avais l'honneur de vous le dire, de délicat, de peu conforme aux usages. » Gilberte l'interrompit. « Lorsque vous êtes arrivé, monsieur le comte, dit-elle, je commençais seulement à exposer les faits à ma mère et à mon frère. » Au geste du vieux soldat et au mouvement de sa physionomie, il fut aisé de voir combien l'épouvantait la perspective d'une explication. Broum, assez difficile. Prenant néanmoins son parti en brave, « C'est bien simple, dit-il. Je viens au nom de monsieur de Trégard. » Maxence bondit sur sa chaise.
C'était bien ce nom qu'il venait d'entendre prononcé pour la première fois par le commissaire de police. « Trégard » répéta-t-il. « Oui, fit M. de Villegré. Le connaîtriez-vous ?»« Non, monsieur, non. »« Marius de Trégard est le fils du plus honnête homme que j'ai connu, du meilleur ami que j'ai eu, le marquis de Trégard, qui est mort il y a quelques années. Mort de chagrin à la suite, de revers de fortune tout à fait, broum, inexplicable. Marius serait mon fils, qu'il ne me serait pas plus cher. Et j'ose dire que jamais garçon ne fut plus digne d'être aimé. Je le connais. À la fierté, à une loyauté incapable d'une transaction, il joint un esprit souple et délié, une rare finesse, et tout autant de savoir-faire qu'il en faut pour battre les gredins les plus retors. Il n'a pas de fortune, par la raison qu'il a abandonné tout ce qu'il possédait à de soi-disant créanciers de son père. Mais quand il voudra être riche, il le sera, et même, broum, il est possible qu'il le soit avant peu. Mais comme s'il eût reconnu qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux, le comte de Villegré s'arrêta court, et après un moment employé à reprendre haleine, « Bref, continua-t-il, Marius n'a pu voir mademoiselle Gilberte et apprécier ses rares qualités sans l'aimer éperdument. » Madame Favoral eut un geste de protestation. « Permettez, monsieur, commença-t-elle. Mais il lui coupa la parole. « Je vous entends, madame, reprit-il. Vous vous demandez comment monsieur de Trégard a pu voir mademoiselle votre fille, la connaître, la juger, sans que vous ayez jamais rien vu ni su. Rien de si simple, et même, si j'ose le dire, de si naturel. Marius dissimulait bien contre son gré, je vous le jure, et uniquement parce qu'il redoutait d'être soupçonné de cupidité. Quel parti prendre ? S'adresser directement à mademoiselle Gilberte. C'est ce qu'il a fait, et mademoiselle Gilberte ayant compris qu'il est digne d'elle, ils se sont entendus. Ce n'était pas, je le sais, parfaitement régulier, mais on est jeune, on s'aime, et quand on ne peut pas faire autrement, on ruse. Si jamais le comte de Villegré avait donné à Marius une preuve d'amitié, c'était certes en cette occasion. Il était à la torture, il suait, sous son habit noir de cérémonie. Il peinait, il soufflait. Mais il s'embarrassait dans ses phrases, il multipliait d'une façon inquiétante ses et ses broum. Ses explications n'expliquaient rien. Gilberte eut pitié de lui. Prenant la parole, simplement et brièvement, elle raconta son histoire et celle de Marius. Maxence et madame Favoral étaient abasourdis. De toute autre bouche que de la bouche même de Gilberte, un tel récit leur eût paru invraisemblable, absurde, et ils se fussent récriés, et de toute leur force, ils eussent protesté. Mais c'était bien elle qui parlait, toute rouge, il est vrai, et toute confuse, et cependant, de cet accent de placidité qui était un de ses charmes les plus grands. Mais dès qu'elle eut achevé, s'adressant à madame Favoral, le comte de Villegré reprit. « Maintenant, madame, vous savez tout. L'irréparable malheur qui vous frappe a supprimé l'obstacle qui jusqu'ici avait retenu Marius. » Il se leva, et d'un ton solennel cette fois, « J'ai l'honneur, madame, de vous demander la main de mademoiselle Gilberte Favorale, votre fille, pour mon ami Yves Marius de Génoste, marquis de Trégard. » Un profond silence suivit. Mais ce silence, le comte de Villegré dut l'interpréter en sa faveur, car, courant à la porte du salon, il l'ouvrit et appela. « Marius !» Ce qui venait de se passer, Marius de Trégard l'avait prévu, et d'avance annoncé au comte de Villegré. Étant donné le caractère de madame Favorale, il savait ce qu'il fallait en attendre. Il avait ses raisons de ne rien redouter de Maxence. Et s'il se défiait des talents diplomatiques de son ambassadeur, il comptait absolument sur l'énergie de Gilberte. Et il avait calculé si juste qu'il avait tenu à accompagner son vieil ami rue Saint-Gilles pour pouvoir apparaître au moment décisif. Aussi, lorsque la porte s'ouvrit enfin et que son vieil ami l'appela, fut-il debout d'un bond. Et rassemblant tout ce qu'il avait de sang-froid, il entra. Maxence s'était levé pour le recevoir, mais en l'apercevant, il recula. « Ah, mon Dieu !» fit-il d'une voix étouffée. Mais M. de Trégard ne sembla pas remarquer sa stupeur. Très maître de soi, malgré son émotion,
Il examinait d'un rapide regard le comte de Vilgré, madame Favoral et Gilberte, s'avançant vers madame Favoral et s'inclinant avec respect. « Vous avez entendu le comte de Vilgré, madame. J'attends mon arrêt. » De sa vie, la pauvre femme n'avait été si affreusement troublée. Tous ces événements qui se succédaient l'avaient brisée. Elle était hors d'état de rassembler ses idées, de prendre une détermination quelconque. « En ce moment, monsieur, balbutia-t-elle, prise ainsi à l'improviste, vous répondre me serait impossible. Accordez-moi quelques jours de réflexion. Nous avons d'anciens amis que je dois consulter. » Mais Maxence, remis de sa stupeur, l'interrompit. « Des amis, ma mère, s'écria-t-il. Nous en reste-t-il donc encore ? Est-ce que les malheureux ont des amis ? Quoi, un homme de cœur nous tend la main et vous demandez à réfléchir ?» La malheureuse femme secouait la tête. « Je ne suis pas la maîtresse, mon fils, » murmura-t-elle. « Et ton père ? » « Mon père, mon père ! Quel droit peut-il avoir sur nous, désormais ?» Et sans plus discuter, il prit la main de sa sœur, et la mettant dans la main de M. de Trégard, « Qu'elle soit votre femme, monsieur !» Le long regard qu'ils échangèrent trahit seul les sensations de Marius et de Gilberte. Ils avaient de la vie une trop cruelle expérience pour ne se pas défier de leur joie. Revenant à madame Favoral, Marius reprit. « Vous ne comprenez pas, madame, que j'ai choisi pour une telle démarche le moment où vous frappe un irréparable malheur. Un mot vous expliquera tout. Pouvant vous servir, je voulais en avoir le droit. » Arrêtant sur lui un regard où se lisait le plus morne désespoir. « Hélas, balbutia la pauvre femme, que pouvez-vous pour moi, monsieur ? Ma vie désormais est finie. Je n'ai plus qu'un désir, savoir où se cache mon mari. Ce n'est pas à moi de le juger. Il est malheureux. Mon devoir est de le rejoindre, où qu'il se soit réfugié, et de partager ses souffrances. » Elle fut interrompue par la servante qui, ouvrant la porte du salon, l'appelait. « Madame, madame !»« Qu'y a-t-il » demanda Maxence. « Il faut que je parle à madame, tout de suite. » Faisant un effort pour se dresser et marcher, madame Favoral sortit. Elle ne fut dehors qu'une minute, et lorsqu'elle reparut, son désordre s'était encore accru. « Peut-être est-ce un coup de la Providence, » dit-elle. Inquiets, les autres l'interrogeaient des yeux. Elle s'assit, en s'adressant plus spécialement à M. de Trégard. « Voici ce qui arrive, » reprit-elle d'une voix faible. « Monsieur Favoral avait l'habitude, dès qu'il rentrait, de changer de vêtements. Comme toujours, hier soir, il en a changé. Lorsqu'on s'est présenté pour l'arrêter, il a oublié ce détail, et il s'est enfui avec la vieille redingote qu'il avait sur lui. Sa redingote neuve étant restée accrochée au porte-manteau de l'antichambre, la domestique l'a prise tout à l'heure pour la brosser et la serrer. Et il en est tombé ce portefeuille qui ne quittait jamais mon mari. C'était un vieux portefeuille de cuir de Russie, noirci par l'usage, crasseux et tout éraillé. Il était gonflé de paperasse. « Peut-être, en effet, » s'écria Maxence, « y trouverons-nous une indication. » Il l'ouvrit, et il l'avait déjà plus d'aux 3/4 vidé, sans y rien rencontrer que des papiers et des notes sans signification pour lui, lorsque tout à coup, il poussa un cri. Il venait de déplier un billet sans signature, d'une écriture visiblement déguisée, et, d'un coup d'œil, il avait lu. « Je ne conçois rien à votre négligence. Il faudrait en finir avec cette affaire Van Clopen. Là est le danger. » « Qu'est-ce que ce billet ?» demanda M. de Trégard. Maxence le lui tendit. « Voyez, dit-il, vous ne comprendrez pas l'intérêt immense qu'il a pour moi. » Mais l'ayant parcouru, « Vous vous trompez, fit Marius. Je comprends, et je vous le prouverai. » L'instant d'après, d'une autre poche du portefeuille, Maxence retirait et lisait à haute voix la facture d'un magasin d'articles de voyage, daté de l'avant-veille, et ainsi conçu. Vendu à 2 malles, cuir, serrure de sûreté, à 220 francs l'une, si 440. Monsieur de Trégard avait tressailli. « Enfin !» s'écria-t-il. « Voilà sans doute le bout de fil qui nous conduira à la vérité. » Et, frappant sur l'épaule de Maxence, « Nous avons à causer, lui dit-il, et longuement.
Demain, avant de reporter à monsieur de Thaler ses 15 000 francs, passez chez moi. Je vous attendrai. Nous voici attelés à une œuvre commune, et quelque chose me dit qu'avant qu'il soit longtemps, nous saurons ce qu'est devenu l'argent qui a été pris dans la caisse du comptoir du Crédit Mutuel. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. À bientôt pour le prochain épisode.